Cosa Vostra. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de La Martingale. Un épisode qui m'est cher parce qu'on va parler d'immobilier et j'adore l'immobilier, vous le savez, comme tout bon français qui se respecte. Mais là, on va parler d'immobilier physique, pas papier, donc voilà, d'investissement immobilier, pas d'endroit où vivre, de l'habitation potentiellement, de co-living, on pourra peut-être l'évoquer un petit peu. Voilà, je suis avec deux des fondateurs, parce que vous êtes plus que deux, je crois, à l'origine. On est trois en tout, ouais, tout à fait. d'Immocities, Brice Tavernier et Loïc Audet, pardon, c'est Loïc. Salut. Salut, ça va les mecs ? Très bien, ouais. Merci de nous recevoir. Bon, vous me faites faire un exercice à trois. À mon protocole, voilà, c'est ça, un exercice à trois. Vous avez fondé donc Immocities. Alors, juste effectivement, les deux fondateurs sont Loïc qui est ici et Frédéric Lamé qui a pas pu être présent. D'accord. Et moi, je les ai rejoints fin 2016. D'accord. Moi, j'étais client, tout simplement. Je suis tombé amoureux de leur concept. Je me suis dit qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin. Et je les ai rencontrés au culot en leur disant: est-ce que ça vous dit qu'on s'associe pour développer Paris Intramuros, d'autres types de projets et surtout les régions. Voilà, alors, c'est quand même bon signe quand tu as un client qui est super chaud sur ton business et qui... C'était pas le client le plus facile en tout cas. C'est vrai. Ouais, c'était pas le client le plus facile. Mais bon, en tout cas, son projet s'est très bien passé. Et effectivement, c'était en 2016, ouais. Donc là, on parle d'immobilier locatif principalement. L'idée, c'est d'acheter pour investir, avoir des loyers qui remboursent c'est ça, son crédit, ou en tout cas une partie de son crédit. Ça dépend de sa stratégie d'investissement. Il y a des gens qui vont rechercher plutôt le patrimonial, la belle localisation, et qui vont faire un peu un sacrifice sur le cash flow positif, et qui vont aller sur des biens rentables, mais qui va pas forcément, les mensualités vont pas forcément vont pas être couverts par les loyers. D'accord. Alors on va y venir parce que vous parliez notamment de la zone parisienne, etc., où on sait que les rendements sont quand même souvent moins bons. Mais donc expliquez-moi un peu, moi ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est justement, est-ce que c'est toujours aussi bien ? Alors j'avais fait un épisode il y a un an à peu près avec Martin Ménez de Bivouac, qui est dans votre univers de concurrence ? Qui fait la même chose que nous, principalement sur du co-living. D'accord. Nous, le co-living, c'est une brique. Ok. On fait de l'investissement locatif sur à peu près tout, que ce soit du studio, du 2 pièces, après du co-living, de la colocation et de l'immeuble de rapport. D'accord. Et des locaux commerciaux pour la location saisonnière. Ok. Ah oui, donc très large. Et donc, depuis quand vous faites ça ? 2012. Depuis 2012, et on a vraiment commencé l'investissement locatif, en tout cas la formule qu'on connaît aujourd'hui, en clé en main depuis 2015. Donc maintenant 5 ans et quasiment 8 ans d'existence, quoi. Donc l'idée, pour bien comprendre, c'est que si je veux acheter un bien, en gros, vous gérez tout pour moi, quoi, à peu près. On essaye. Ouais. Voilà, on est parti du postulat que Loïc, Fred et moi, on était investisseurs. Et on s'est dit comment on peut accompagner un investisseur qui serait novice ou expérimenté sur tous les aspects d'un investissement locatif, qui concerne la recherche du bien, aller en signature de promesses d'actes authentiques, chercher son financement, gérer les travaux, l'ameublement, mettre en location son bien et le gérer par la suite. Et pouvoir le refaire plusieurs fois dans l'année ou de façon plus ou moins récurrente selon ses capacités d'emprunt. Et c'est comme ça qu'on a industrialisé le concept et Immocities pour pouvoir sortir beaucoup de projets chaque mois et voire chaque année. Voilà, l'idée c'est de pouvoir sortir, à peu près, depuis le début on a dû faire 1200 projets. 1200 projets, donc des acquisitions qui ont été... Voilà. Et vous en gardez pas, vous prenez pas de participation dans tout ça, etc. Si, alors, non, pas directement via Immocities, mais on a créé une foncière pour acheter des biens, des opportunités. D'accord. Et on est souvent bêta-testeur des produits qu'on propose. Quand on lance une nouvelle région, par exemple, pour être sûr que le marché, il y a une forte tension locative et qu'il va marcher, on va par exemple acheter nous un bien à titre avec notre foncière.
tester la région, et si ça fonctionne, effectivement, on la propose par la suite à nos investisseurs. Vous avez combien de biens dans votre foncière ? Pas tant que ça, parce qu'en fait, effectivement, en général, on n'a pas volonté à les garder. D'accord. Et là, on a le dernier en date, c'est un local commercial sur Rouen. D'accord. Donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est où on fait les meilleurs coups là-dessus. Alors tu me disais, il y a différentes stratégies. Avant de rentrer sur ces coûts, c'est quoi ? Donc c'est vrai que les stratégies, souvent dans les grandes villes et peut-être principalement à Paris, ce que tu vas chercher souvent, c'est que tu vas payer un bien cher en espérant que le revendent beaucoup plus cher, quoi. En fait, tout dépend de la prise de risque qui est prêt à prendre l'investisseur et quel niveau de rentabilité il escompte. Celui qui va privilégier un placement sûr va plutôt prendre une belle localisation en centre-ville, un immeuble avec une copropriété saine où il n'y a pas de travaux à prévoir, qui va acheter forcément plus cher, mais en spéculant sur le fait qu'il va pas perdre de valeur, ou du moins qu'il va reprendre dans les 15-20 ans suivant son prêt. Et ensuite, il y a des villes effectivement un peu plus restreintes où les budgets vont être moindres, la rentabilité va être meilleure parce que le prix d'acquisition va être moindre également. Donc ça va vraiment dépendre de quel niveau de risque il est prêt à prendre et quel niveau de rentabilité il va chercher à atteindre. C'est ça dépend de ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle la version risque. Tu veux, par exemple, être sûr. Tu veux pas te dire que demain, est-ce que je vais avoir un locataire ? Je suis au fin fond de la Creuse. J'ai rien contre les personnes qui sont dans la Creuse. Mais globalement, peut-être là-bas, tu vas peut-être pas louer 12 mois sur 12. À Paris, effectivement, tu as l'assurance, vu la tension locative, de louer 12 mois sur 12. Mais où est-ce qu'on est sûr, justement, alors notamment du prix d'un bien immobilier ? J'ai fait 1 ou 2 épisodes avec Philippe Letringue, par exemple, sur l'immobilier peut-il se casser la gueule, etc., dans des périodes de tension comme on vit actuellement. Est-ce qu'il y a des endroits, parce qu'il y a quand même plein d'endroits où l'immobilier a chuté ou baissé en France, dans des villes de petite et moyenne taille, non ? C'est exactement ça. C'est pour ça que nous, en tout cas, l'investissement locatif tel qu'on le conçoit, on regarde par rapport à la tension du marché locatif, qui en dit long, notamment sur le marché de l'immobilier. Généralement, les deux sont corrélés. Donc, un endroit où tu as une tension locative forte, on va parler de Lille, par exemple. Là, tu sais que forcément, le prix au mètre carré va être techniquement de plus en plus cher. Après, on n'a pas la boule de cristal. À Lille, donc, il y a pas. Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas assez de biens pour le nombre d'habitants qui veulent y habiter. C'est ça. Alors, quand on parle de tension locative. Quand on parle de tension locative, on va regarder un petit peu plus les variables qui la composent. C'est notamment la répartition entre les propriétaires occupants et non occupants. Si on prend l'exemple de Lille, il y a à peu près que 30%, moins de 30% de propriétaires occupants. Ça veut dire qu'il y a un marché locatif énorme. Il y a plus de 200 000 habitants. Donc, on sait qu'il y a une demande qui est forte. Ensuite, on va regarder le maillage économique. Est-ce qu'il y a des universités, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont générateurs de gens qui vont venir peut-être d'autres régions pour s'y installer, et tout ça fait que ça donne des variables sécurisantes pour un investissement. D'accord. Et donc j'ai l'impression que Lille, c'est vraiment le méta-exemple pour ça. Ça fait longtemps. Du coup, les prix ont déjà explosé ou... Oui, alors déjà, c'était intéressant l'année dernière. Là, on voit cette année qu'on n'arrive pas à retrouver les mêmes rentabilités que l'année dernière. On a perdu quasiment 1 point. Les prix ont augmenté. L'encadrement des loyers s'est mis en place. Donc forcément, il y a une dégradation de la rentabilité sur les biens. Ouais. D'accord. Du coup, on va où maintenant ? Alors on va encore sur Lille parce que c'est sympa. Il y a aussi il y a effectivement la notion de rentabilité, le prix, le coût d'acquisition, et puis l'investissement locatif. En tout cas, moi je le vois comme ça. Ça reste quand même, il y a quand même une notion de plaisir. C'est bête, mais ça. La notion de plaisir. Moi, à titre perso, mon kiff, c'est par exemple faire des super travaux parce que j'estime que on a les locataires qu'on mérite. Donc je fais des super travaux dans les appartements, quitte à vraiment être à la limite de ce qui est possible, donc domotique, etc. Il y a que moi qui fais ça. Hein. Je crois que j'aime bien le concept du bed and spa par exemple, donc pour des locations saisonnières très haut de gamme. Voilà, donc ça fait partie du jeu et j'aime me faire plaisir en effectuant des travaux avec des belles localisations, etc. Sachant qu'il y a des gens qui font l'extrême opposé. C'est qu'ils vont dire en fait, je fais le minimum de travaux, le truc le plus standard dégueu possible. Moi, c'est ça. En fait, faut être cohérent et rationnel par rapport à là où tu achètes. Si t'es dans une belle localisation et que tu cherches à atteindre un profil de locataire, par exemple, je sais pas, ingénieur ou une école de commerce ou des étudiants un petit peu sup, effectivement, tu vas plutôt faire des beaux travaux, une belle décoration, parce que le loyer va être en fonction de ses prestations. Si effectivement t'es dans un endroit un peu plus populaire où les prix sont capés sur la CAF ou une chambre du Crous,
eh ben ça sert à rien de faire des travaux de dingue parce que tu pourras pas louer plus cher même si tu fais des plus beaux travaux. Donc faut juste être rationnel sur en gros combien j'investis, combien ça me rapporte. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est encore intéressant d'investir? Lille, ça l'est encore. C'est simplement qu'effectivement, c'est plus dur de trouver des belles rentabilités parce que les prix ont augmenté, mais on en trouve encore. On a d'autres villes comme Le Havre, Rouen, Caen, où effectivement on a des Valenciennes, Roubaix, où il y a vraiment des beaux projets, et surtout pour des prix qui sont 3-4 fois moins chers que sur la région parisienne. Pour le prix d'un 2 pièces à Paris, tu as un immeuble de rapport de 4 lots, voire 5 lots sur Lille. Et alors, une des questions que je me pose là-dessus, justement, c'est... donc, vous êtes devenus là-dessus des pros de l'acquisition, c'est-à-dire savoir acheter au bon prix, savoir identifier les bons endroits, etc. Donc, ça, c'est beaucoup d'études, j'imagine, de recherche, de choses comme ça. C'est plus du bon sens, c'est aller visiter d'abord en amont le bien, voir si on est proche des transports, des commerces, si la copropriété est saine, si les charges de copropriété sont raisonnables. Regarder le PV d'AG, savoir s'il y a des travaux importants qui vont être votés, voir si l'appartement lui-même on peut optimiser l'espace pour augmenter sa valeur locative. C'est plus avoir une logique en gros. Enfin moi j'y connaissais rien dans l'immobilier avant d'investir et c'est plus avoir une logique de vraiment d'investisseur et de bon sens. Ouais. Et c'est ça la question que j'allais poser, c'est mettons que j'ai pas envie de bosser avec ImmoCities pour X ou Y raison, parce que moi j'ai très envie de bosser avec ImmoCities, mais et que je me dis non mais je comprends moi la valeur pour avoir fait une ou deux acquisitions, je comprends la valeur de ce que vous apportez, c'est-à-dire que c'est tout ce que tu dis là, c'est quand même très pénible. Suivre des travaux, si en plus qui plus est en plus dans une localisation qui est pas la tienne, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et puis lire tous les PV, suivre tout ça, c'est trouver des locataires. C'est du temps, ouais. Mais si je me dis je veux y passer ce temps-là et je veux le faire moi-même, c'est quoi vos secrets, votre recette miracle? Est-ce qu'il y a quelques vrais points sur lesquels il faut faire très 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 attention et sur lesquels Ouais, alors si on prend dans le sens de la vente, du début de ton projet jusqu'à la fin, déjà le premier secret, c'est le financement. Déjà, ça sert à rien d'aller chercher des biens sans avoir été chercher un financement au préalable. D'accord. Donc, quelle est ton enveloppe globale? Combien tu peux investir chaque mois? Enfin, en gros, combien tu peux emprunter? Une fois que tu as répondu à cette question-là, ça va te délimiter le champ des possibles. Donc, ça sert à rien d'aller sur une grosse colocation alors que tu peux potentiellement t'acheter qu'un studio. Okay. Et vice-versa. Ou alors après, ce sera un problème de secteur. Au niveau du secteur, en fait, moi, ce que je dis souvent, je dis déjà, il faut que ça se loue. Pas à combien, il faut que ça se loue. Donc, est-ce qu'il y a une tension locative? Donc, en général, sur des produits d'investissement, on est plus sur de l'étudiant, du jeune actif. Parce qu'après, généralement, les personnes achètent, hein, donc les locataires deviennent propriétaires, ce qui est logique. Donc, si on est sur une cible étudiant, il faut aller chercher les universités, les grosses entreprises qui sont à côté, etc., etc. Donc là, tu vois que tu as une tension locative qui est forte. Après, comment tu peux tester ça? Si tu es, là je te parle, tu es investisseur, tu veux vraiment être sûr de ton coup, tu vas sur des sites d'annonces en ligne, on peut citer Le Bon Coin par exemple, tu regardes qu'est-ce qui se loue. Qu'est-ce qui se loue et tu fais le screenshot de ta première page et tu regardes 3 ou 4 jours plus tard si les annonces ont bougé. Est-ce que les biens qui te semblaient sympas, ils sont partis ou pas? Donc déjà, tu vas te faire une idée. Donc si oui ou non, ça se loue facilement. Tu peux même te faire passer pour un locataire. Alors bon, faut éviter de trop le faire. Tu te fais passer pour un locataire, t'appelles le propriétaire ou le bailleur ou l'agent de bailleur, tu sondes, savoir si oui ou non il y a beaucoup de demandes. Déjà, quand t'as fait ça, t'es déjà sûr de ton budget, t'es sûr de la demande locative. C'est vachement bien. Enfin, c'est un bon début. Ouais, très bon. Ok. Après, là, il va être temps de chercher un bien. Donc, comment tu vas faire pour chercher un bien? Les sites d'annonces en ligne, oublie. D'accord. Oublie. Parce que je vois pas comment je vais le trouver du coup. Si, alors justement, parce que tu peux les sites d'annonces en ligne, ok, tu vas avoir des biens et les meilleures opportunités. Donc, qu'est-ce que c'est une bonne opportunité? C'est quand tu achètes un bon prix au mètre carré. Un bon prix au mètre carré, qu'est-ce que c'est? T'as le prix au mètre carré moyen, donc t'as plein de sites, meilleur agent pour savoir à peu près où tu te situes. Et l'idée, ça va être de pas acheter au-dessus. Donc déjà de base, il faut pas regarder les biens qui sont plus chers. Ça c'est la technique de base. Ou alors tu prends des biens qui sont plus chers, mais dont l'annonce est ancienne. Peut-être que les vendeurs seront capables de baisser un peu leur prix. Avec l'usure, on peut y arriver.
Donc déjà, moi je regarde que les biens qui sont au prix du marché. Tu verras, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et les gens vendent dessus, quoi. Ok. Voilà, les gens vendent dessus. Pourquoi? Et après, tu as certains biens qui seront en dessous du prix du marché. Et là, tu te poses une question, pourquoi ces biens sont en dessous du prix du marché? Il y a toujours une réponse. Hein. Le propriétaire va pas vendre en dessous du prix du marché gratuitement. C'est qu'il y a une raison. Donc il y a un défaut majeur, il y a des problèmes de copro, etc., etc. Donc il faut sonder. Donc quand tu vas passer ces coups de fil, auprès du propriétaire, auprès de l'agence, tu vas détecter tout de suite la problématique. Peut-être tu iras visiter 1 ou 2 fois, après tu vas arrêter. Donc au final, t'as pas de bien. Le meilleur moyen aujourd'hui. Tu peux lui demander juste au propriétaire à ce moment-là. C'est quoi le problème? Et ouais, tu peux y aller. C'est quoi? C'est ok. Si vous devez décrire, on peut tourner de manière un peu sympa. Si vous devez décrire un point négatif de votre appartement, un point moins positif, il te sort un truc. Bon, soit il est honnête et voilà, ça se passe bien. Merci, au revoir. Soit il est moins, ça peut arriver. Et tu t'en rends compte sur place, donc t'as perdu un peu de temps. Au final, la meilleure des approches, c'est tu vas voir l'agence immobilière du coin, par exemple. L'agence immobilière du coin, tu dis voilà, moi j'ai été voir ma banque, je sais que je peux emprunter tant, je souhaite investir, je peux le faire, je souhaiterais un appartement de tel type dans ce secteur. Donc en général, les agences immobilières sont hyper spécialisées de leur secteur. Et je veux avoir la primeur de l'information. Donc être sur les listes de l'agence immobilière, par exemple. Comme ça, dès qu'ils entrent un bien en mandat, donc en général quand ils reviennent d'estimation, tac, ils vont penser à toi et tu iras le visiter généralement plus vite que si tu voyais le même bien sur Se Loger Le Bon Coin. Tout ce qui est off-market. Tout ce qui est off-market, voilà. En gros, j'ai voulu expliquer un peu le off-market, mais globalement, c'est ça. Mais le off-market, j'ai envie de dire, de base, moi, je me dis, l'agent, il va quand même essayer de vendre cher. Enfin, Pas nécessairement. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que les annonces qui sont sur les sites de particuliers sont des fois plus chères qu'en agence. D'accord. Donc déjà, oui, il y a une commission d'agence, mais si on est investisseur et on regarde ça de manière un peu macro, on se rend compte que c'est plus cher chez les particuliers. Ce que montrait je crois que c'était Freakonomics, un super reportage il y a 10 ans, je sais pas si vous avez vu, enfin il y avait un bouquin, le premier exemple qu'il donnait c'était potentiellement la théorie autour des agents immobiliers qui n'ont pas le désalignement d'intérêt, parce qu'eux ils ont intérêt à vendre vite quand toi tu as intérêt à vendre cher, enfin quand t'es le vendeur. Exactement ça. Et donc du coup en effet souvent quand tu es off market ils ont intérêt à ce que ton truc aille pas sur le marché, que ce soit vendu en cas de visite, parce qu'ils sont pas forcément l'exclusivité, donc il y a de ça aussi. Donc une annonce pour paraître en ligne, un agent immobilier, le temps qu'il rentre dans son agence, qu'il tape l'annonce, le temps qu'elle apparaisse, il se passe 24 heures et on sait que le marché d'immobilier en ce moment, tout va très vite. Donc en 24 heures, il peut se faire sucrer son appart, tandis que passer un petit coup de fil et t'appeler, à la rigueur, il le fera parce que ça prend 5 minutes. C'est ça, sachant qu'en plus quand tu te mets de l'autre côté de la barrière, moi souvent, j'ai vendu un appart l'année dernière, les agents quand ils t'appellent, ils te disent j'ai un client pour toi. C'est exactement ça. Donc voilà, de temps en temps c'est vrai, de temps en temps c'est pas vrai. Mais du coup, quand c'est vrai, ils arrivent en effet avec un client, t'es complètement off-market, etc. Bon, moi, comme je vends en particulier et que je suis une barre de fer, je vendais très cher. Mais voilà. Donc en fait, le premier point, effectivement, c'est se construire son réseau d'apporteurs d'affaires. Et pas se contenter de la pige, effectivement, Le Bon Coin, le PAP, Se Loger, parce que tu as toujours un temps de retard. Compris. Donc là, une fois que tu as bien acheté. Une fois que tu as bien acheté. Sur la négo, là-dessus, il y a quand même plusieurs approches. Moi, quand tu as un bon prix, tu achètes au prix. Hein. On est d'accord Quand c'est au bon prix, je suis pas marchand de tapis. Si en gros ça me convient, si tout me convient, moi je suis ok de payer le prix, ça me gêne pas. Si effectivement je sens que dans mon calcul de renta, je m'y retrouve pas, donc ça on en verra peut-être tout à l'heure. À ce moment-là, je vais chercher à négocier parce que voilà, un peu comme n'importe quoi, tu décèles un défaut et tu vas chercher à négocier un peu, ou tu constates que tu es un peu plus cher que le prix au mètre carré, etc. etc. Toi, tu as des questions simples pour entamer cette partie-là. C'est depuis combien de temps le bien est en vente? Est-ce qu'il a déjà reçu des offres d'achat? Si oui, à combien? Pourquoi est-ce qu'il les a pas acceptées? Pourquoi est-ce qu'il vend? Et ça te permet d'avoir une jauge
sur le pouvoir d'acceptation du vendeur. Est-ce qu'il est dans une situation peut-être particulière de divorce, d'un nouveau projet qui l'oblige à vendre rapidement. Et effectivement, ça te donne des leviers de négociation supplémentaires où le financement peut faire une offre sans condition suspensive, par exemple, peut être une arme pour mieux négocier. Sachant que quand tu poses toutes ces questions, hein, je l'ai vécu ici, j'avais acheté quelques parkings en bas. En fait, c'était les fils de l'architecte qui avait construit la copro là dans laquelle chez Cosa Vostra on se situe, donc il y a l'immeuble du fond et celui-là, et donc il avait pas mal de lots, il avait gardé pas mal de trucs, et eux ils larguaient un peu tout, et les fils avaient 85 ans, enfin ou un truc comme ça, et d'ailleurs il y en a un des deux qui est mort pendant pas pendant la signature, mais au moment du truc, donc ça a décalé l'achat, enfin bref, et en fait j'avais compris que ils en avaient marre d'aller chez le notaire. Alors tu dois pouvoir déléguer, mais je sais pas pourquoi ils voulaient pas déléguer, et du coup ils en avaient marre d'aller chez le notaire pour tous les parkings, et quand je les avais vus la première fois, ils avaient 35 parkings à vendre, et du coup un jour je suis arrivé, je leur dis je t'en prends 10, mais en revanche tu fais 15% de remise. Et je crois que juste parce que ça les saoulait d'aller chez le notaire, ils m'ont fait 15% de remise, quoi. Et tu te dis, en fait, il y a des moments comme ça, des choses totalement anormales qui se passent, parce que, comme tu parles de divorce, de gens qui veulent larguer des trucs, et en fait, ils arrivent en bout de trucs, puis de toute façon, ils ont vendu tous les apparts, tous les bureaux, et donc à un moment, les 12 parkings, on s'en fout, quoi. En fait, il y a un peu de ça quand même, ça arrive, non? Ça peut arriver. Une opportunité, t'as forcément un facteur temps, quoi. Faut tomber au bon endroit, au bon moment, quoi. T'as un peu de chance, mais c'est surtout, tu peux la provoquer par ton réseau d'apporteurs. Il faut passer du temps, effectivement, à chercher beaucoup de biens. Ouais. C'est ça, parce que vous, quand vous viendrez après sur la suite, hein, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai signé, etc. Mais quand on a fait 1200 comme ça 1200, en fait, il y a un moment, tu dis, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, c'est un peu que des anormalités. Ce que je dis aux agents avec qui je travaille ou aux gens autour de moi, je leur dis, en fait, juste sache une chose. Si t'as un truc qui est vraiment bien, de ouf, tu m'appelles et je te dirai oui tout de suite. Mais en revanche, si tu m'appelles avec un truc qui est au prix du marché ou même 15% en dessous, je te le prendrai pas. Donc moi je veux que les anormalités en fait, tu vois. Et du coup je me dis en fait j'ai juste de la chance. Donc j'en ai eu 2 fois, 3 fois sur des acquisitions et donc trop bien, tu vois. Mais c'est un peu de la chance et un peu de cet opportunisme qui me caractérise, tu vois, d'être capable de dire ok boum j'y vais tout de suite. Tu me le vends, ok tu le vends à ce prix-là, j'y vais. Ou je dis bon allez 10% de plus et puis ouais j'y vais, tu vois. Mais tu peux pas industrialiser tout ça, si vous pouvez pas faire ça sur 1200 bien. Non, parce que tout le monde va pas avoir les mêmes objectifs que toi. Toi, effectivement, tu veux l'opportunité rare, effectivement, où on va, comme tout le monde, hein, même l'agent va peut-être même se poser la question, est-ce que je te le propose ou est-ce que je l'achète pour moi-même? Ouais, exactement. Est-ce que dire c'est tellement rare, peut-être que ses potes ou voilà. sa mère, c'est juste des bons tuyaux, quoi. T'as des gens qui ont un objectif de construire un patrimoine immobilier pour préparer leur retraite, pour leurs enfants à terme, peu importe la raison, mais ils vont en faire 2-3 par an. Quand tu en fais autant, tu vas pas avoir les mêmes objectifs sur les critères de sélection. Tu vas dire, moi, un appartement, si déjà il est autofinancé mais qu'il est bien placé, moi, je parie sur le calcul du TRI, de la plus-value dans 20 ans, où il y en a un qui va me rapporter du cash flow, c'est très bien, ça va me permettre d'augmenter ma capacité d'emprunt pour en faire d'autres qui seront un peu moins rentables. Donc ça dépend du volume et vraiment de ta stratégie. Ok. Et surtout sur le premier investissement, en général, si tu veux passer bien auprès de ta banque, tu fais gaffe, quoi. Enfin, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde sur le premier. Il faut montrer l'exemple et dire, voilà, j'ai fait un investissement, ce qu'on pourrait appeler bon père de famille, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui tourne bien, location classique, voilà, j'ai acheté mon studio, j'ai fait entre 10 et 15 000 euros de travaux, je l'ai loué 500 euros, la banque, enfin, tout le monde est content, ça sera pas l'affaire du siècle, mais au moins, ça te permettra d'accéder au prochain investissement si ton souhait c'est de scaler et de continuer presque indéfiniment, quoi. Faut pas aller dans les produits exotiques. À part l'exemple que tu as pris là sur des vendeurs qui étaient pressés ou qui en avaient marre, la plupart du temps c'est que tu as un défaut qui peut être lié à l'appartement. La copropriété, comme l'a évoqué Loïc, ça peut être des gros travaux. Donc il y a des gens pour qui ils vont dire je veux pas prendre le risque de faire des gros travaux parce que je sais pas, une fois la démolition entamée, sur qu'est-ce que je vais avoir comme mauvaise surprise, j'ai pas la capacité à être sur place, à gérer l'entrepreneur. Donc c'est un peu pareil, je suis prêt à prendre le risque d'avoir une bonne renta, mais est-ce que je vais psychologiquement pouvoir l'encaisser? Donc il y a des gens qui vont faire le choix, qui est tout à fait humain et rationnel, de se dire je préfère avoir moins de renta mais un projet plus sûr, où j'ai que des travaux de rafraîchissement, pas des gros travaux lourds et importants et qui vont pas durer longtemps. Ok. Sachant que souvent c'est quand tu fais des gros travaux que tu as une belle prime à
à l'achat, non? Oui, forcément, si tu as des gros travaux, tu es censé mieux négocier et acheter mieux. C'est un peu la compensation. Sauf Avenue Foch. Après, tu splits le marché en deux parce que nous, effectivement, on adore les travaux. On adore tellement les travaux qu'on a créé une boîte de travaux parce que sinon, on n'arriverait pas. Ça veut dire que vos travaux sont faits par des employés Emocities? Alors, nous, on a une boîte de travaux qui s'appelle Creacities, ouais. Qui comprend notamment des architectes, okay. D'accord, qui vont permettre de... Salariés. Ok. Qui vont nous permettre donc de proposer des plans un peu plus sympas, plus modernes, et vérifier les contraintes techniques. Donc éviter les problèmes de chantier, les petits pépins de chantier, on appelle ça comme ça. C'est des bons avantages concurrentiels pour vous, parce que par rapport à moi tout seul qui veut faire mon projet comme je le dis, déjà le chercher par rapport à votre réseau que j'ai pas forcément, etc. Et après faire tous ces travaux, en effet, je vais payer un architecte qui est pas salarié, donc qui fait probablement moins de projets, qui est peut-être moins habitué sur cette typologie de biens. Donc, en effet, vous en avez plusieurs? On en a deux à Paris qui sont salariés, puis deux en région. Ouais. Deux en région. Ok. Et alors, vous êtes spécialisé sur une typologie de biens là-dessus, non? Alors, on va dire notre cœur de métier, c'est l'investissement locatif meublé dans l'ancien. Okay. Même si on n'est pas fermé et qu'on s'ouvre sur d'autres types de produits d'investissement. Et on a une typologie de projet qui est assez large, comme le disait Loïc. Hein. On fait aussi bien du studio, du 2 pièces, des grandes surfaces qu'on peut soit diviser, soit faire de la colocation, des immeubles de rapport ou des pavillons de particuliers pour lesquels on va plutôt partir sur des projets de co-living. Et la dernière catégorie, c'est les locaux commerciaux. On fait un changement de destination en hébergement hôtelier pour faire de la location saisonnière du type Airbnb légalement toute l'année. Ouais. Ok. Et donc le point commun, donc souvent vous rachetez, vous faites pas de neuf, c'est peut-être c'est pas l'idée. On n'en fait pas. Enfin, on trouve rarement une rentabilité sur du neuf. On n'est pas fermé, mais c'est vrai que c'est très rare qu'on trouve une rentabilité intéressante sur du neuf. Et donc une fois que j'ai bien acheté, les secrets des travaux. Tu disais tout à l'heure, moi j'aime bien cette partie-là. Cette partie, non mais j'aime bien aussi cette famille de. Moi j'aime bien investir et je comprends en effet que si tu vas dans une zone dans laquelle tout est tiré vers le bas, les prix, etc., en effet, tu vas pas mettre des poignées de porte en or parce que ça va pas faire la différence. Et surtout, ce que les gens cherchent, c'est un prix bas et pas forcément. Mais j'aime bien quand même ton approche de dire je vais aller chercher des locataires qui me correspondent et que je mérite. Et tu vois, c'est pour ça que même nous, c'est plus sur du bureau, mais on veut aller faire un bureau à Codéran, à Bordeaux. On est en train dedans, il y a les plans, c'est une piscine, c'est vraiment un truc totalement à part pour se dire, en fait, on veut faire un truc que les gens vont kiffer, quoi, parce que c'est plus cool. Et déjà, même toi-même, tu kiffes faire ces projets, quoi. Parce que, c'est ce qui retranscrit un peu dans notre concept, hein, comme l'a dit Loïc, c'est qu'il y a une notion de plaisir. C'est-à-dire que on a des investisseurs qui achètent sans forcément se déplacer. Ils regardent juste combien ça leur coûte, la rentabilité, où c'est placé. Mais c'est vrai que nous, on aime bien introduire la notion de plaisir. Je suis fier de mon projet à la fin. Et les travaux, alors même si on va les décliner avec une différente gamme en fonction du secteur, c'est jamais des travaux pas chers et qui sont où on serait pas fier de mettre un locataire dedans. Ça veut dire que, humainement, quand on place quelqu'un dans l'appartement, on a envie de se dire, il est bien équipé et il est beau et il répond aux prestations et le cohérent avec le loyer auquel on le propose. Mais du coup, la question que je me pose là-dessus, c'est que pour l'avoir fait, tu vois, dans le 18e notamment, quand tu fais des trucs assez kiffants comme ça et que tu vas mettre une télé cool, un machin, et en termes d'entretien, en fait, t'as plus de choses et ta gestion locative, elle est plus relou que si tu mets un truc hyper simple, hyper austère, 3 tables, 4 machins, parce qu'en fait, tu vois, quand ton micro-ondes ou ta bouilloire marche plus, tes locataires, ils vont t'appeler pour te dire la bouilloire marche plus, tu vois, tu dois la changer, c'est relou. Ouais, mais en contrepartie, tu vas louer plus rapidement et tu vas louer aussi plus cher. Parce qu'entre deux appartements où tu respectes le standard de la loi Allure, donc tu mets vraiment le minimum, et un appartement que tu t'équipes totalement où le locataire a juste arrivé avec ses valises, un peu comme dans la location saisonnière, tu vas pas avoir le même profil de locataire, tu vas louer plus cher, et surtout tu vas déclencher des coups de cœur, tu vas mettre beaucoup moins de temps à louer ou à relouer ton appartement. Et ça, c'est important. Et la vacance locative, c'est un des principales ennemis en termes d'investissement locatif, et si tu peux l'éviter au maximum, l'ameublement et des travaux de qualité permettent effectivement de se protéger de ça. En fait, ce qu'on recherche, c'est un meilleur rapport qualité-prix visuel. Tu vois,
t'as 3 parties. Faut que ça soit beau, faut que ça soit quand même durable. Bien placé, enfin, je sais pas, la lumière, plein sud, j'en sais rien, mais en tout cas. Ouais, alors la lumière, c'est pas forcément l'élément principal, mais effectivement, il faut toujours respecter ça. Donc, rapport qualité-prix visuel, que ça soit au niveau des travaux, au niveau de l'ameublement. Tu vois, une bouilloire, tu sais combien ça coûte une bouilloire? 30 €. Ouais, c'est 20 balles. Enfin, ça coûte 20 €. Donc, ok, si tu dois la changer, c'est vrai que c'est chiant, mais ça vaut 20 €. Est-ce que tu préfères payer 20 € ta bouilloire et la changer une fois tous les 3 ans? Ou est-ce que tu préfères, bon voilà, il y a un moment. Non, mais c'est vrai, tu donnes les moyens, tu vois. Le tout en fait, c'est qu'une fois que t'as, par exemple dans le meublé, vous allez m'expliquer pourquoi le meublé c'est bien. Il doit y avoir des histoires fiscales, j'imagine, et voilà. Ça doit être pour ça que je le fais. Mais dans le meublé, il y a quand même ce truc de, le lave-linge marche plus, le lave-vaisselle marche plus, la bouilloire marche plus. En fait, j'ai l'impression que tous les 2-3 mois, t'as toujours un truc qu'il faut régler. Et alors, quand on a qu'un ou deux, ça va. Mais quand t'es at scale, en fait, c'est relou. Ça, vous le gérez d'ailleurs aussi pour vos... D'où l'importance quand tu commences à être un serial investisseur, en voulant en faire plusieurs, de pouvoir déléguer certains postes qui te demandent trop de temps, et notamment effectivement avoir un bon partenaire sur ta gestion locative ou ta remise en location. Il va pouvoir gérer ce désagrément et cette relation avec le locataire. Très bien. Tout ce qui est partie location et gestion locative, donc on a un partenaire majeur que tu connais. Que je connais. Oui, que tu connais. Ça s'appelle Flatlooker. Flatlooker, que j'adore, puisqu'ils me soutiennent sur pas mal de choses et je les trouve vraiment super. Donc, voilà, qui nous accompagne sur la partie location. On a un process qui est bien défini pour justement que ça glisse bien entre le moment où on réceptionne le chantier, où l'ameublement est effectué, et où on dit au revoir à l'appartement puisqu'il part en location et gestion. Ils te permettent, et notamment ce que vous faites, mais de louer un appartement à distance, quoi, sans avoir à te déplacer. C'est exactement ça. D'où l'intérêt d'avoir des photos super sympas et des appartements bien meublés, puisque là, ils louent à 80% grâce à des photos et des vidéos, quoi. Ouais, donc ça c'est aussi des partenaires que vous n'hésitez pas à faire travailler parce que vous dites finalement chacun son métier, nous le nôtre il est pas forcément sur cette partie et eux font la gestion derrière, ce qui est quelque chose tout à fait, de différent. Comme pour après on a des partenaires aussi de notaires, experts comptables, avocats fiscalistes, courtiers en financement. On a après un pôle d'experts sur chacune des étapes par lesquelles tu dois passer dans un investissement locatif. Et du coup, on voit un peu toutes ces étapes. Vous êtes allé donc jusqu'à finalement faire votre ligne de mobilier, c'est ça? Vous avez vos architectes Alors, on a nos archis et puis pour le mobilier, effectivement, au début, on a tout testé. C'est-à-dire que de notre côté, il y a pas un truc, on n'a pas mis la main à la pâte. On a fait des travaux nous-mêmes. On a meublé des appartements nous-mêmes. Là, je te parle, on est en entre 2012 et 2015, quoi. Donc, on a tout testé nous-mêmes. J'ai mon associé Fred, il conduisait le camion chez Ikea. Moi, je montais les meubles, il revenait, on repartait. Enfin, on a tout testé et au final, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des économies d'échelle et on a pris un local de stockage où justement, on a une trentaine d'appartements d'avance. Parce que ça nous permet de tirer les prix sur le mobilier, le prix d'achat sur le mobilier. La livraison aussi. Au lieu d'avoir, si toi tu le fais toi-même, tu vas aller chez Boulanger, tu vas prendre une télé, tu vas aller chez Darty, tu vas prendre. Donc il va falloir que tu sois là, que tu réceptionnes, le livreur est pas là, faut revenir, etc. Donc c'est pas possible. Et livrer sur le chantier, oublie. Donc ça veut dire que tous vos apparts ont les mêmes, plus ou moins, les mêmes canapés, les mêmes lits, les mêmes télés. On essaye de personnaliser, c'est-à-dire t'as des axes de personnalisation. Après, je pense qu'on est d'accord, par exemple, de cuillères fourchettes. À partir du moment où elles sont bien, elles se tordent pas. On n'a pas 15 modèles différents. En revanche, sur des éléments différenciants, notamment un beau canapé, un beau tapis, tout ce qui est rideaux, etc., ça effectivement, on peut personnaliser un peu en amont. Et après, on a effectivement une autre catégorie un peu encore plus sympa sur la partie saisonnier, où là, clairement, on se lâche, on se fait plaisir. C'est-à-dire qu'on laisse le côté très rigoureux de côté et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire des créations, des choses comme ça. Et du coup, là-dessus, les secrets, c'est quoi? Parce que tu as quand même une question un peu de mode. Mais qu'il faut être capable de
pas trop suivre non plus pour pas que vos trucs soient périmés au bout de 4-5 ans. C'est ça. Après, on part du principe qu'au niveau du mobilier, tous les 5 ans, il faut en changer une grande partie. Okay. Parce que ta télé, ton plasma de l'époque, il va plus. On est passé à la télé LED. Enfin, il y a des changements comme ça qui se font. Ton canapé il est un peu fatigué, etc., etc. Et ça, dans vos projets pour vos clients, c'est vous qui le gérez ? Ils peuvent nous recontacter pour qu'on leur change leur mobilier. Ça, c'est impeccable, ça fonctionne très bien. Effectivement, sur certains appartements, on a déjà rechangé le mobilier. Hein. D'accord. Et sur la différenciation d'une année sur l'autre, où on va avoir des collections chaque année, et on va par exemple peindre un pan de mur, à sortir les coussins, et c'est très facile et peu coûteux du coup de changer d'une année sur l'autre pour s'adapter à la tendance, de changer ces éléments. Ouais. D'accord. Ok, et donc une fois que t'as bien meublé tout ça, alors vous avez un prix, parce que souvent on dit que les prix de rénovation au mètre carré, moi j'entends tout, ça va de 500 à 1500, 2500, 3500. Bon, alors, c'est toujours, effectivement, c'est toujours du cas par cas, ça dépend de ce que tu as à faire dans l'appartement, si tu veux créer des salles de bain, changer des fenêtres, réagréer le sol. En moyenne, on va dire, on a plutôt à 750 € de TTC du mètre carré sur les travaux. Sur une rénovation simple, alors pour donner un ordre d'idée, ouais, je reprends ce que tu dis, effectivement, donc c'est 750 € le mètre carré. Si seulement si tu dois pas changer tes fenêtres, oui, que tu as un système de chauffage qui soit déjà bon. Donc là, on parle un peu d'électricité, remise aux normes électriques, le sol sans ragréage, c'est-à-dire que tu as ton sol qui est de niveau partout. Parce que ça, c'est un gros poste de dépense. Tu peux casser des murs, ok. Une salle d'eau sympa, une cuisine sympa. Après, effectivement, c'est un tarif un peu de base. Mais par exemple sur un studio, d'accord, les premiers mètres carrés seront plus chers parce que ta salle de bain et ta cuisine, elle y est toujours. Et dans ton 2 pièces, c'est à peu près la même chose. C'est juste t'as une chambre avec 4 murs, un peu de peinture et un parquet. Donc l'impact de ces mètres carrés sur l'ensemble qui est plus petit est beaucoup plus important. Naturellement, oui. Ouais. Et par exemple aussi sur les co-living, où tu es obligé de... Nous, on aime bien, par exemple, dans les co-living, une chambre, une salle de bain. Pour une question... par chambre. Donc le co-living, on est d'accord, c'est une sorte d'immeuble dans lequel, en fait, on va avoir, on en a parlé, Colonise sur Génération Do It Yourself, par exemple, mais où tu vas avoir sur un immeuble, par exemple, 4-5 unités de vie, voilà. De vie, ouais. Donc dans lesquelles tu as une chambre, comme tu le dis, une salle de bain et tu as nous on essaie de faire une chambre avec à chaque fois la salle de bain. Voilà, ça, donc une chambre, salle de bain et WC. Et WC, et les parties communes ensuite sont et les parties communes avec un espace jeu, un espace dînatoire et une cuisine. Mais bon, t'imagines bien que la cuisine dans ton co-living où tu as potentiellement 8 personnes qui vont potentiellement manger en même temps, faut qu'elle soit adaptée. C'est-à-dire faut que tu aies 2 fours, 2 frigos. On a fait un dernier projet de co-living sur Choisy-le-Roi où on a mis 6 machines à laver. On se croyait dans une laverie, quoi. Donc ouais, donc il faut donc naturellement plus de plomberie, plus de. Ce qui coûte cher, c'est les pièces d'eau. Donc là, forcément, t'en as 8. Donc effectivement, le prix au mètre carré est plus cher sur ce type de projet. Surtout, c'est ce que me disait le fondateur de pardon, j'en parlais à l'instant de Colonise, ouais, qui me disait en gros qu'il faut restructurer souvent l'ensemble de l'immeuble parce qu'un immeuble n'est pas du tout fait. Souvent, surtout que vous achetez pas du neuf, donc il n'est pas fait pour avoir ces unités de vie avec autant de salles de bain. C'est pour ça qu'en général, c'est des projets où tu n'es pas en copropriété. Où tu es en nue propriété parce que tu peux refaire complètement les descentes et les évacuations d'eau. Ouais. Et alors ça, là-dessus, j'avais peur de dire une bêtise, mais c'est bien Alexandre Martin, donc le fondateur de Colonise, dont je parle. Et là-dessus, mon stress, entre guillemets, c'est que c'est quand même bien confortable, la copropriété. Je veux dire, il y a un peu ce côté... on répartit, surtout les très grandes copropriétés, on répartit les charges, les travaux, des choses comme ça. Quand t'es tout seul, que t'as un immeuble comme ça, avec si t'as le toit qui est percé ou le machin, le truc, c'est tout pour ta pomme, quoi. C'est ça. L'avantage majeur, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux. En copropriété, tu as des contraintes. Tu ne peux pas, par exemple, casser un mur porteur comme tu le veux. Il faut passer par l'architecte de l'immeuble, un ingénieur structure, et faire valider ça en AG. Donc c'est assez contraignant.
Okay, alors que si t'es chez toi, tu peux casser les fondations et puis créer ce que tu veux dans la limite du PLU. Voilà, ouais, d'accord. Et aussi faire attention. Oui, après on parlait effectivement des travaux là. Je rebondis là-dessus, des travaux sur le co-living. Effectivement, donc la maison n'était pas faite pour abriter 8 personnes. On a souvent des problèmes on peut rencontrer des problèmes d'humidité. C'est ennemi numéro 1. Donc pareil aussi, ça a un coût. Faut un système de VMC un peu comme dans les grands bureaux, quoi. Pour que l'air soit renouvelé régulièrement, etc., etc. Et ouais, c'est ça. Faut vraiment faire plus attention sur ce type de projet. Donc on voit que tout ça c'est quand même extrêmement compliqué. On a parlé à la limite de la recherche de locataires, ce qui est pas le pire, mais de la recherche de l'appartement, de la transformation, de tout ce business plan, des taux que tu peux avoir, de montant d'emprunt, etc., etc. Et ça vous faites vous at scale tout le temps, beaucoup, etc. Donc, j'imagine que s'il y en a eu 1200 au total, il y en a eu sur ces 1200 peut-être 200 l'année dernière, voire plus même. Ouais, 220. Je sais plus, 220, j'hésite, je crois 225, mais donc ça accélère en fait. Cette année sera peut-être. Alors il y a eu le Covid, peut-être que ça n'a pas aidé, mais bon. Pendant le Covid, effectivement, on n'a pas vendu beaucoup. Mais il y a des calmes. Du coup, une fois que je veux bosser avec vous, parce que je me dis tout ça c'est trop compliqué, j'ai pas envie de me saouler, parce qu'en plus je veux aller sur des zones que je connais pas, etc., que vous connaissez. Comment ça fonctionne? Je peux acheter déjà de quelle taille à quelle taille? Là, on parle de grosses unités avec voilà, ça coûte combien ça? Et si je suis étudiant et que j'ai 22 ans, est-ce que je peux acheter un appartement à 80 000 euros quelque part qui se louera bien? Je sais pas, je dis des conneries, mais peut-être pas étudiant. Si, il y en a qui l'ont fait avec des pré-étudiants. Il y en a qui l'ont fait. On a eu un de nos clients qui a acheté un local commercial très loin de nos anciens bureaux dans le 9e. Et, il avait 21 ans. Alors bon, il était un peu aidé financièrement, bien sûr, par ses parents. Mais on a des projets, en fait, qui, je crois que le moins cher qu'on ait eu, clé en main, c'était 49 000 euros. Donc, l'acquisition, les frais de notaire, les travaux, l'ameublement, nos honoraires. On était sur le Havre. Et ensuite, ça peut monter jusqu'à plus de 3 millions quand on est sur des immeubles avec beaucoup de lots. Aujourd'hui, en gros, on propose des projets sur les villes qui nous semblent intéressantes. C'est donc l'Île-de-France, bien sûr, Paris Intramuros, Rouen, Caen, Le Havre, Lille et Bordeaux. Et on s'ouvre en fin d'année sur d'autres villes en franchise. Mais on a en fait, en gros, à partir du moment où la personne est capable d'être finançable et de pouvoir avoir, on va dire, une capacité à payer 500 euros de mensualité par mois, elle peut acheter un projet et commencer dans l'investissement locatif. Mais 500 euros de mensualité, c'est normalement ton locataire qui te les paye. C'est ça, c'est un peu l'idée. Oui, en plus, si c'est sur un projet autofinancé ou qui dégage du cash flow positif, tu n'as même pas, du coup, d'effort d'épargne. Après, il faut être un peu cohérent. C'est qu'une banque va pas te prêter 2 millions d'euros si t'es smicard. Même si ton projet est à 14% de rentabilité. Et ça, aujourd'hui, dans quels endroits on fait des projets cash flow positifs et quel type de projet Alors, très clairement, c'est plutôt le type de projet parce que on en fait bien aussi en région qu'en Île-de-France. Notamment, tu vois, les locaux commerciaux sur la location saisonnière ou les co-living ou les immeubles de rapport. Ou les grandes surfaces qu'on divise, on est très souvent supérieur à des rentabilités de 6,5% net. La saisonnière, période Covid, post-Covid, oui, etc. Je mets de côté le bail mobilité et la location saisonnière actuellement, mais avant Covid, on était les projets les moins chers les moins rentables qu'on proposait sur les locaux commerciaux, c'était 6,5, 7 points de rentabilité. Mais ça, c'est un point important de rappeler, que Covid, il y a des éléments, artefacts extérieurs, qui peuvent quand même, bien foutre en l'air ton projet, c'est possible. Ça peut mettre en l'air ton projet, alors du coup là, après Covid, effectivement, on a pu, pour l'instant, par souci de précaution, reproposer des projets type location saisonnière. Alors qu'on adore ça. Nous, on en a un aussi. Et ce qu'on voit, c'est que même sur Rouen, là, ce qui se passe, c'est qu'on a à nouveau un taux d'occupation qui commence à être pas trop mal, quoi. Au niveau des sources, on est à 50% de taux d'occupation en moyenne. Donc, alors qu'avant, on était sur 75%. Donc, en final, on estimerait que fin janvier, tout revienne à la normale. Bon, après, je pense qu'on va attendre un petit peu d'être sûr du marché, etc. Mais on en reproposera le cas échéant, en espérant qu'il n'y ait pas une deuxième vague. Effectivement, ça mettrait de côté l'investissement, enfin en tout cas ce type d'investissement là.
c'est intéressant de parler du Covid sans trop s'étaler dessus, mais on s'est rendu compte que les investisseurs, justement, avaient plus une notion patrimoniale et le côté revenu passif. Parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart, pendant le confinement, ils avaient effectivement leur salaire, mais si jamais, pour X raison, tout s'arrêtait demain, il resterait au moins leur logement. Enfin, le logement qu'ils louent. Et effectivement, on a plus aujourd'hui de petits budgets qu'avant. Alors c'est pas qu'ils ont, en fait, quand je dis petit budget, c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire qu'ils souhaitent mettre moins. Ils ont une capacité d'endettement qui est identique, mais ils souhaitent mettre moins, mais donc sur moins plus d'apport. de biens. Sur plus de biens. Non, alors il y a aussi l'apport, c'est différent. Il y a un vrai débat. Avant, on arrivait très facilement à se faire financer ce qu'on appelle le 110%. Le 110%, c'est et votre commission. Les travaux, notre commission, les frais de notaire, enfin la totale. Zéro apport, le vrai zéro apport. Maintenant, les banques ont beaucoup prêté en 2019. Maintenant, c'est attention, essayer d'avoir quand même un apport à minima, les frais de notaire, quoi. 5%, 6%. Ouais, selon. Les frais de notaire, c'est à peu près Plutôt, 7%. Entre 8 et 10. Ouais. D'accord. 7,5. Ça dépend la taille de ton projet. Si tu es sur une grande maison, par exemple, ça sera plus 7,5. Si tu es sur un studio, il y a 8, il y a des coûts qui sont compressibles. D'accord. Donc au moins avoir ça pour commencer. Donc se dire que investir sans apport, c'est potentiellement possible, mais c'est plus difficile. Ok. C'est surtout que c'est difficilement possible de le faire de façon successive. Tu vas pouvoir le faire sur un appartement. Après, si tu veux en faire 3, 4 à la suite, il y a un moment où tu vas être obligé on va te demander de l'apport. Et si vous aviez comme ça le plus beau projet, en tête comme ça, c'est quoi? C'est du co-living, un truc assez, c'est des trucs assez gros. Ça peut être tout petit, en termes de. Non, alors moi j'ai deux projets qui me viennent en tête. Les plus beaux, alors ça dépend ce qu'on appelle le plus beau. Moi j'ai en tête mon premier immeuble que j'ai fait, le premier immeuble que j'ai vendu. C'était en 2015, 2014, 2015, je sais plus. Effectivement, c'était 8 logements sur Courbevoie, des 2 pièces qu'il fallait refaire, où notre client a acheté ça à moins d'1 million pour 225 mètres carrés, comme ça. Et j'habite à Courbevoie et je passe tous les jours devant son immeuble. Et je le regarde. Je me dis, mais aujourd'hui, combien cet immeuble vaut? Et clairement, on est aujourd'hui sur quasiment de 9 000 euros le mètre carré. Je me dis, écoute, ce client-là, si jamais il m'écoute, t'as fait une super affaire. T'as fait une super affaire. Il est loué tout le temps. À l'époque, il avait un bon quasiment 8% de rentabilité nette. Bon, les loyers n'ont pas forcément beaucoup augmenté, mais en tout cas, je suis sûr que son taux de remplissage est à 100%. Pas de doute là-dessus. Mais voilà, donc bonne affaire parce qu'il n'a pas acheté trop cher en mètre carré. L'immeuble, il est top, il est toujours au top. Et il a profité de la hausse des prix de l'immobilier, quoi, tout simplement. Donc belle affaire. Donc j'ai celle-là en tête, je passe tous les jours devant. Et après, oui, c'était après le petit studio basique, l'un des premiers que j'ai fait, où c'était sur quoi? C'était sur Asnières, je crois, où effectivement, belle rentabilité, on était à 5,5 pour un projet très patrimonial. Donc donc c'est pas forcément des grosses rentas. Oui, on en a fait des grosses rentas, on a fait plus de 10% sur Paris, mais sur du local commercial transformé en Airbnb. Mais après, c'est pas forcément ceux-là qu'on retient. On retient, tous les appartements ont une histoire. Moi, je retiens surtout les plus belles transformations. Oui. Qu'on parle ce qu'on appelle nous dans le jargon une tôle, que tu transformes en appartement sympa. D'ailleurs, moi, j'ai une histoire un peu similaire à celle de Loïc. Moi, alors c'est pas un des premiers, mais la deuxième année, j'ai vendu un appartement, je crois, rue du Chemin Vert dans le 11e. C'était un studio en second rang de 18 mètres carrés. C'était l'objet d'une succession, donc on a pu bien négocier. On l'a fait acheter 7 500 euros du mètre carré. Donc c'était il y a 2 ans et demi maintenant. Et rien qu'après les travaux, donc 3 mois après, il était estimé à déjà 9 000 euros du mètre carré. Et quand on l'a mis en location, ça arrive rarement, mais il y a eu 40 appels dans la journée. On l'avait proposé à 790 et les gens ont surenchéri à plus de 800 euros pour obtenir l'appartement. Ouais.
Et là-dessus, tu parles de succession. Dans un immeuble dans lequel je suis impliqué, il y a par exemple des situations bloquées de temps en temps où il y a des gens qui se fusillent, ils payent plus leurs charges, ils payent plus leurs machins, etc. Vous savez débloquer ce genre de truc, ça? Si t'achètes dans un immeuble où un gars paye pas ses charges. En fait, là, moi, j'ai un truc où quelqu'un paye pas ses charges, et là, je me disais pendant la réunion copro, mais en fait, faut réussir à dialoguer avec eux et leur dire, mais les gars, arrêtez de vous saouler. Normalement, vendez-moi le machin, en fait. Normalement, je vais le régler, votre truc. Puis la loi Allure depuis 2015, les syndics, si au bout d'un certain temps, je crois que c'est 6 mois, le copropriétaire ne paye pas ses charges, le syndic peut entamer une procédure et faire une vente forcée de l'appartement pour se faire rembourser des charges. Et donc là, en général, c'est plutôt des appartements qui sont vendus à un prix un peu décoté. Mon syndic fait pas bien son job. Mais faut que tu sois là. Ce jour-là, il faut être là. Ouais, c'est ça, parce que nous, ça nous est arrivé justement de faire acheter à nos clients des appartements comme ça, qui étaient l'objet d'une vente forcée parce que la personne n'était pas à jour de ses charges de copropriété. Ok, on va travailler là-dessus. Et du coup, c'est aussi l'intérêt de bosser avec vous. Donc là, moi, je peux venir vous voir autant si j'ai 100 000 euros et en me disant je veux investir et acheter un truc assez gros et puis voilà, ou plusieurs choses. Si j'arrive avec, tiens, je vais prendre 2 cas de figure. Si j'arrive avec 5 000 euros d'apport, ou 100 000 euros d'apport, qu'est-ce que vous me recommandez? Est-ce que tu me dis plutôt, alors ça dépend de mes envies, mais... ça dépend de toi. Alors nous, c'est un peu système vente privée, c'est-à-dire qu'on va te proposer l'intégralité de nos opportunités. C'est ça, parce que vous avez la différence, on parlait tout à l'heure de Bivouac, c'est que vous avez déjà, vous ciblez les trucs, vous savez ce que vous allez avoir et vous le proposez. C'est ça, c'est qu'on marche avec des mandats de recherche qui sont pas exclusifs. C'est-à-dire qu'on donne accès à nos clients aux opportunités qu'on... Donc vous êtes sur vos listes. Oui, c'est un peu ça. Après, il y a un conseiller qui leur a attribué, qui va, en fonction de leurs critères, effectivement, leur proposer de matcher avec les projets qu'on rentre. Mais on va pas faire une recherche dédiée comme un chasseur d'appartements, par exemple, qui va avoir des critères très spécifiques en termes d'étage, de surface. Nous, on sait que ce qu'on recherche, ça correspond à 90% de ce que recherche un investisseur. Okay. Et donc, on va lui proposer ces projets et en fonction de son niveau de prise de risque, de rentabilité, de budget, on va pouvoir le positionner dessus. Et donc, dans tes cas de figure, là, en disant est-ce que j'ai 5 000 ou 100 000 euros, vers quoi je vais finalement, en fait, ça va dépendre de c'est ça, enfin, ça fait l'objet d'un rendez-vous. On va définir un peu ensemble ta stratégie d'investissement, comment tu es, quelle prise de risque tu veux. Si les travaux sont anxiogènes, on va plutôt partir sur un projet où il n'y en a pas beaucoup. Si au contraire, tu es un peu risqueur, un peu parieur, on va aller sur des projets un peu plus ambitieux de co-living, de division. Et on va te dire, là, sur ce projet-là, par exemple, c'est un projet à, 250 000 euros. Il n'y a pas d'intérêt pour toi de mettre tes 100 000 euros d'apport. Mais que les frais de notaire à ce moment-là, à la limite le mobilier, et garde ton apport pour d'autres projets, parce que ça va te permettre de lever un crédit pour d'autres projets et jouer sur l'effet de levier. Compris. Mais du coup, il faudra que je fasse, parce qu'il y a aussi ce coût, cette pénibilité de faire plusieurs projets, tu vois, aussi. Alors ça dépend, parce que si t'es bien accompagné, c'est pas forcément une pénibilité, parce que le but de sociétés comme les nôtres, c'est d'essayer de déléguer le maximum de choses et de soulager les investisseurs sur ces parties-là qui peuvent être anxiogènes, chronophages, des fois coûteuses si tu t'entoures mal ou si tu le fais mal. Moi, j'ai juste à me mettre dans mon canapé, j'attends et puis vous faites tout, quoi. Mais enfin, moi je te dis, on a des gens, on a 30% de nos clients qui ont acheté, qui n'ont jamais vu leur appartement. Ils ont reçu notre dossier de vente complet qui a tout détaillé, la copro, le quartier. Maintenant, on fait même des vidéos d'introduction où ils peuvent vraiment s'en rendre compte. Un plan de financement avec la rentabilité, les projections avant et après travaux. Et vous gagnez quoi là-dessus, vous ? Nous, on se rémunère 7,7% du projet total. sur le projet. D'accord. Et qui reste à la carte. C'est-à-dire que si le client, il n'y a pas d'obligation, s'il préfère faire les travaux lui-même ou par un ami de sa famille, ou il a une appétence pour la décoration, il veut meubler lui-même, ou le mettre en location, le gérer lui-même, il a tout à fait la possibilité. Et j'imagine que tu as quand même une botte secrète, parce que ces 7,7%, je les récupère en fait indirectement sur des frais de travaux qui sont moins chers avec vous que si je les faisais tout seul, ou des choses comme ça. Ou... Tu les Je fais le marchand de tapis moi-même. Hein, ouais, t'as raison. Non, mais ça, on a une plus-value à payer nos honoraires. La plus-value, effectivement, c'est le gain de temps qui est indéniable, le fait de déléguer. C'est le fait aussi de pouvoir des fois mieux négocier, parce que nous, nos chasseurs, ils s'adressent la plupart du temps à des marchands de biens ou des agents immobiliers eux-mêmes, qui vont nous donner peut-être des tarifs parce qu'on leur apporte du volume sur l'année qu'un particulier n'aura pas. Pareil, sur les travaux, on fait à peu près une vingtaine de chantiers par mois. On va avoir des économies d'échelle certaines, qui fait qu'un particulier n'aura pas les mêmes conditions d'achat ou de prix de main-d'œuvre sur ces travaux. Et pareil pour l'ameublement, on a un dépôt, ça nous permet de faire des économies d'échelle et on en fait profiter également nos clients. Et avec tous nos partenaires, on négocie toujours une offre intéressante, voilà, avec la gestion locative par exemple. On offre 6 mois de gestion locative quand nos clients passent par notre partenaire Flat Looker. Donc ces choses-là, effectivement,
ça permet effectivement que ça compense la majorité des honoraires. Parce que c'est ça, sinon tu peux te dire, attends, entre les frais de notaire et les frais de ImoCities, je me prends 15 points dans la gueule, ça fait un peu cher. En l'occurrence, les frais de notaire, que tu fasses tout seul ou avec nous, oui, de toute manière, je suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire en termes de moins-value directe, etc. Mais vous, en l'occurrence, ces frais sont vite incorporés dans la totalité. C'est ça. C'est surtout quand on te propose un projet, le budget global et la rentabilité comprend nos honoraires. Vous me trouvez le financement et tout. On a des courtiers partenaires qui vont t'accompagner effectivement sur ton financement, qui vont te rechercher la meilleure banque et des fois qui arrivent à t'obtenir des meilleures conditions ou un taux plus intéressant que dans ta propre banque. Et même peut-être à ta banque. C'est ce que je viens de dire. Oui. Donc les SASA, tu peux sur tous les volets, tu peux t'y retrouver quand même. Déjà, est-ce que tu aurais trouvé le bien tout seul? Déjà, ça commence là en fait. Est-ce que tu aurais trouvé le bien et donc ça après le réseau, c'est le réseau du chasseur et le chasseur il est sectorisé, donc il a un arrondissement de Paris ou une petite ville. Déjà c'est déjà ça qui est le plus compliqué. Après oui, effectivement, sur tous les autres postes, t'essayes de récupérer ton truc. Je vois que j'ai laissé filer l'heure. J'ai dernière question, j'ai une sur la durée d'emprunt. Moi, j'ai une tendance, et je pense qu'elle est un peu con, mais à vouloir me dire, attends, au plus vite c'est payé, au plus j'aurai ma rente derrière. Donc j'aime bien me dire, je fais les efforts au début, etc. Plutôt que de partir sur 25 ans, où je me dis, attends, 25 ans, tu vois, je sais pas où je serai. On va dire que ça dépend beaucoup de ton âge. Ouais. Je pense qu'on va pas loin d'avoir le même âge. 40 ans. C'est-à-dire que à 40 ans, tu te dis dans 20 ans, j'en ai 60. Donc j'ai pas envie d'avoir forcément un crédit en cours dans 20 ans. T'achètes à 25 ans ou à 30 ans, emprunter sur 20 ou 25 ans, ça te pose pas de problème. Donc ça dépend de ton profil, de ton âge, et également de la durée. Ça va dépendre aussi qu'est-ce que tu veux faire après. Parce que si tu continues à l'exploiter en revenu locatif, tu peux très bien laisser des mensualités si elles s'autofinancent ou ça dégage du cash flow. Si par contre ton objectif c'est de le revendre rapidement, tu vas plutôt prendre des durées courtes parce que tu as un objectif de revendre derrière rapide. Donc tu dis je m'en fiche finalement d'allonger le temps de charge parce que c'est pas mon objectif d'investissement. Compris. Bah écoutez, c'est top. Bon, moi je vais acheter, je sais pas où. Alors c'est où vous dites votre martingale là sur l'année à venir? C'est toujours Lille, c'est Rennes, Rouen. Le Havre en ce moment, elle vend en poupe, ça marche très bien. Édouard Philippe, quoi. L'effet Édouard Philippe. Pourquoi ça le vend en poupe le Havre? Alors une grosse ville étudiante. Si en fait c'est une ville, c'est une ville où il y a plus d'étudiants que sur Rouen. C'est assez bien connecté. T'as la mer, même s'il y a un gros bassin portuaire et industriel, mais t'as des grosses entreprises, t'as Total, t'as beaucoup d'universités. Le week-end, tu peux profiter de la plage, et les prix au mètre carré sont assez accessibles. Ça veut dire que tu as le prix moyen au mètre carré, c'est 2 000 €. Comparativement à 10 000 € à Paris. Tu vois, ça te laisse beaucoup plus de possibilités pour des rentabilités qui sont supérieures. On aime le Havre. On aime le Havre. Mais Lille aussi est une très bonne ville, Rouen aussi, mais effectivement, le Havre en ce moment plaît beaucoup. Et vous avez parlé de Bordeaux, mais Bordeaux c'est cramé, c'est trop cher, non? Alors Bordeaux, effectivement, depuis que la ligne de TGV a été mise en place, on va dire que c'est un peu comparable à du Paris. C'est-à-dire que tu vas avoir des rentabilités similaires. Par contre, effectivement, c'est des belles architectures, c'est de la pierre bordelaise, t'es en centre-ville, la ville plaît. C'est une ville un peu comme Paris où tu spécules un peu sur la plus-value parce que ça va continuer un peu à monter. Il y a des gens qui peut-être qui se projettent aussi pour la retraite en disant bah là j'ai un pied-à-terre là-bas. Et c'est surtout que t'es plutôt en général à 5 000 € en moyenne du mètre carré, donc tu peux acheter 2 fois moins cher pour la même rentabilité qu'à Paris. Et toutes ces villes comme je sais pas Toulouse, Montpellier, des villes qui sont potentiellement plus loin. Ça vient, ça arrive. C'est des villes intéressantes, mais c'est pour ça qu'on s'ouvre en franchise, c'est pouvoir aller rapidement sur ces villes-là. Donc notamment Marseille aussi, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire là-bas. Bon bah c'est bon, vous pouvez mettre sur votre liste. Moi on va faire un petit diagnostic. Donc on vous contacte, on dit quoi? Je viens de la part de Mathieu Stéphanie de la Martingale. Bah ouais, ça nous permet de savoir effectivement. Qu'est-ce que vous m'offrez si je viens de ma part? Allez, bah écoute, sur le mobilier, on te fera une remise de 20%. D'accord. Et sur tous les auditeurs de la Martingale. D'accord, donc je débarque, on aura ça, et donc du coup, et là-dessus, on fait un échange, un premier échange, c'est ça, un questionnaire en ligne au téléphone? Alors, nous, on aime bien, en gros, donc tu remplis un formulaire de contact, effectivement, avec tes coordonnées pour qu'on puisse te rappeler. C'est ça, nous, on a l'un de nos chasseurs qui te recontacte. Il va t'inviter à te présenter dans nos bureaux parce que nous, on aime bien rencontrer nos investisseurs, qui rencontrent aussi l'équipe.
Ouais. Avant de confier leur argent, il faut savoir à qui ils le confient. Si c'est pas possible, on le fait en visio. Et effectivement, on va s'intéresser au projet de l'investisseur. On va le mettre en relation ensuite avec notre courtier pour valider dès le départ le financement et savoir sur quel projet on peut l'emmener. Et ensuite, il a un chasseur dédié qui va lui essayer de faire matcher ses critères avec les projets qu'on peut présenter. Il va lui faire un point également tous les mois, voir si sa situation n'a pas changé, si ses critères sont toujours les mêmes, s'il a reçu les projets, qu'est-ce qu'il en a pensé. Et le but, effectivement, c'est plutôt de l'accompagner. On n'est pas, nous, sur une vente one-shot. On sait qu'un investisseur, il a une capacité à faire plusieurs investissements et on veut vraiment être un partenaire sur le long terme. Et on est capable de dire, s'il se positionne il montre de l'intérêt sur un projet, de lui dire, ça matche pas avec les critères que tu nous as annoncés, t'aimes pas les travaux, c'est pas une ville que tu connais, est-ce que t'es sûr de toi? J'ai d'autres projets à te proposer, ou attends, sois patient, t'en auras d'autres qui vont peut-être plus te correspondre. Votre client qui a fait le plus d'achats, il en a fait combien avec vous? Je crois qu'il y en a qui a fait 9. Et Avec 9 si on compte ceux de son épouse et du beau-père. Et 9, il en fait quoi, un par an? Non, il a fait 3-4 par an. 3-4 par an. On en a qui ont déjà acheté 2 projets dans le même mois. Ouais. On a eu un, il a acheté 2 immeubles en 2 mois d'intervalle. Et vous êtes en train de me chauffer, les gars. Là. Et il y a un autre truc. Non, mais pour après une heure de podcast, ça y est. Non, j'étais déjà chaud avant. Mais là, je te sens chaud. Et on a même pour les budgets, on a le profil, un profil gardien, un gardien d'immeuble. Il nous en a fait, je crois qu'il a son troisième. Troisième. Donc il a pas un salaire de folie, mais le fait d'avoir fait le bon premier investissement, comme je disais tout à l'heure, bah tu vois, ça l'a permis de scaler, d'en faire 3. Et effectivement, quand il aura fini de payer ses appartements, et puis je crois qu'il est en cash flow positif sur 1, donc tout va rouler pour lui là. Quasiment 2000 € de loyer qui rentre. Alors cash flow positif, c'est important. La difficulté, c'est d'être cash flow positif après impôt, hein, parce qu'on est d'accord que c'est... C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais quand on loue en meublé, on est sur le régime des loueurs meublés non professionnels. Donc on est bénéficiaires industriels et commerciaux. Donc en fait, on peut déduire de ses revenus locatifs chaque euro dépensé pour l'acquisition ou la gestion de son bien. Que ça soit un double de clé, les travaux, les frais de notaire, les frais d'agence, le mobilier. On peut amortir le coût d'acquisition de son bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, pendant au moins 10 ans, au minimum, ça peut aller jusqu'à 20 ans, on paye pas d'impôt sur ses revenus locatifs. Okay. Donc effectivement, nous, la rentabilité qu'on propose est nette de charges de copro et de taxes foncières. On va pas rentrer dans le net fiscal parce qu'effectivement, on n'est pas impacté sur le meublé en tout cas, à l'inverse du nu. Ok. Bon, ça donne envie de bosser avec ImmoCities. Écoutez, on va tester ça. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. On vous ajoute chacun peut-être sur LinkedIn par exemple. Donc Brice Tavernier, Loïc Audet, j'ajouterai vos LinkedIn si ça vous va. Voilà, et puis on peut vous contacter sur immocities.fr. Il y a peut-être un mail ou sinon il y a le formulaire de contact. De toute façon, vous venez de ma part. Et puis voilà, vous avez un podcast aussi. Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Club Deal. Club Deal qui parle d'investissement locatif et d'immobilier de manière générale, où j'ai l'occasion de recevoir donc des ultra spécialistes dans leur domaine, donc des banquiers, des marchands de biens, des architectes, etc. Et ça permet vraiment de rentrer dans le détail de l'investissement locatif. Club Deal, voilà. Clubdeal-podcast.com. Enfin, vous avez Club Deal sur votre appli, sur votre appli de podcast, puis vous trouverez. Yes. Cool. Bon, écoute, je vous remercie, les amis, et à bientôt sur ImmoCities. Et puis, merci de votre temps sur la martingale. Et merci à toi, Mathieu. Merci. Salut, ciao. À tous, si jamais vous êtes toujours là au bout d'une heure, n'oubliez pas de partager les bons plans de la martingale. Cet épisode en est un, hein, donc envoyez-le à 2 de vos amis, c'est bien, 2, 3, comme ça il y en a un de vous, certains d'entre vous qui vont pas le faire, mais pour ceux qui le font, faites-le, pour leur dire, regarde, il faut que tu écoutes ce machin, on va faire un investissement par mois pendant 10 ans. Et voilà, j'imagine qu'on doit pouvoir en faire aussi à plusieurs, peut-être, enfin voilà, donc du coup, c'est cool. Merci de partager la martingale, merci de noter sur Apple Podcast, de mettre un petit commentaire sympa, d'en parler autour de vous à fond. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale. Salut! Merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes,
de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.